Ok, salut la team, finance et investissement, mes patients, tu connais. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Bitcoin et aux cryptos de façon générale, mais plus précisément au Bitcoin, puisqu'on est peut-être, je dirais bien peut-être, on pourrait être conditionnel dans une situation de marché qui nous ferait éventuellement voir un bottom. Alors tu me connais, je ne suis pas un moon boy, loin de là, je suis plutôt mesuré sur le marché des cryptos. Mais là, je voudrais faire la mise au point finalement des analyses qu'on fait ensemble et du suivi qu'on fait ensemble sur les cryptos et notamment le Bitcoin, puisqu'il y a certains indicateurs, et tu vas voir, on va étudier tout ça dans cette vidéo, qui pourraient nous montrer qu'on arrive vers un bottom. On le sait, on le voit, on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement clés en ce moment, puisqu'on a le niveau des 40 000 qui est là, qui est bien présent. Et quand on emmène un petit peu le graphique et qu'on le resserre un petit peu en intraday, on se demande, on commence à se demander si on ne trouverait pas le bottom, le fameux niveau des 40 000, etc. On commence à latéraliser. Alors tu me connais, je ne suis pas trop un adepte de mettre des lignes sur un graphique pour pouvoir prédire l'avenir. Pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, les indicateurs graphiques viennent après dans l'analyse. On ne va pas dire qu'ils sont inutiles, mais disons qu'ils vont être incapables de prédire des mouvements plus macro, etc., qui eux auront un impact. Ce que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui, c'est les 2, 3, 4, 5 indicateurs qui, pour moi, peuvent indiquer un bottom, un retournement. Est-ce qu'on ira jusqu'à un retournement de tendance? Je ne sais pas, mais en tout cas peut-être un bottom ou peut-être une phase de latéralisation, voire même peut-être un rebond et un retour sur des niveaux de prix plus intéressants et plus importants comme on l'a vu par le passé. Disclaimer comme d'habitude, ceci est tout simplement ma vision personnelle à des fins de formation et pas du tout de conseils en investissement. Tu connais la chanson. Allons nous promener sur les graphiques. On va commencer par faire un petit tour sur le pourcentage de supply en profit. On le voit souvent ensemble et on le voit pour une très bonne raison, puisqu'on voit que sur les différents cycles, dès que trop d'adresses et de gens sont en profit, c'est le principe d'un marché, forcément, il y a des prises de profit et puis on a un nombre total, on a des prix qui descendent et on a un nombre total d'adresses qui sont plus en profit forcément. On a un niveau sur lequel on est actuellement, donc de 30% des adresses qui sont en perte, donc 70% des adresses qui sont en profit, 30% des adresses qui sont en perte, qui est un niveau relativement clé quand on regarde dans le passé. Ça a été un niveau parfois de changement de direction ou de changement de paradigme ou de réaccumulation avant qu'on reparte à la hausse. Donc c'est un niveau qui est important, c'est pas le seul. On a les niveaux autour de 50%. Entre 40 et 50% des adresses en perte, qui a trouvé un vrai bottom sur le précédent hiver nucléaire crypto, hein, le précédent bear market, avec le coronavirus qui a sonné un petit peu la fin, hein, puisqu'il y avait l'explosion sur tous les marchés financiers et également sur les cryptos. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Ce qu'on voit sur les marchés financiers, j'avais fait une vidéo d'update sur les marchés financiers ici, où tout le sujet était est-ce qu'on risque, dans l'état actuel maintenant, hein, on prend toujours des photos, hein, quand on regarde les vidéos, je ne sais pas à quelle date tu regardes cette vidéo, c'est toujours pareil, quand on regarde les vidéos 2 mois, 3 mois, 6 mois, après forcément on a des nouveaux éléments qu'on n'avait pas. Là on a fait un update récemment sur est-ce qu'on risque dans l'état actuel des choses, un crack, une vraie explosion comme on a pu le voir pendant le coronavirus. La réponse est non. Par contre, il se passe des choses en ce moment sur les marchés et on a des gros mouvements et tout ça c'est lié à plusieurs news et plusieurs évolutions macro, notamment des hausses des taux à venir. Il n'y a plus de surprise sur le fait que la Fed va augmenter les taux. On ne sait juste pas exactement de combien. Donc le marché est en train de pricer toutes ces nouvelles-là. Et puis toutes les nouvelles qui vont et qui viennent toujours avec les nouveaux variants, coronavirus, Omicron, plus Omicron, etc., etc. Donc tout ça est en train de se pricer. On a des baisses, des corrections sur le marché, notamment sur les indices principaux. Ce qui se passe sur les cryptos est corrélé à ce qui se passe sur les marchés. C'est-à-dire qu'on n'a pas les cryptos qui baissent alors que le marché est aux étoiles. On a eu une corrélation là sur les 3-6 derniers mois. Quand le marché montait, le marché des cryptos se portait également très bien. Là, le marché est dans une phase tout simplement
parfois il faut relâcher un peu de pression, il faut dégonfler un peu les bulles, relâcher un petit peu la soupape. C'est ce qui se passe aussi sur les cryptos. Donc les turning points vont peut-être aussi arriver au même moment. On verra qui va leader l'autre. Mais ça, on fera le suivi. Restons dans le thème de la journée qui est le thème crypto. On retourne ici. J'avais un indicateur qui était rigolo qu'on regarde de temps en temps. On regarde le nombre d'adresses avec des balances supérieures à temps. Donc ça, c'est les adresses qui sont les plus nombreuses avec des balances supérieures à 0,01 Bitcoin. Donc c'est vraiment, disons, un petit peu tout le monde hein, quand on commence à investir dans le Bitcoin, des petits montants. On voit que ces adresses accumulent depuis toujours. Pourquoi? Parce que ça se comprend relativement bien, même s'il y a quelques phases de distribution, mais qui sont relativement faibles. C'est la ligne orange. Hein. Parce que quand tu as un bag relativement restreint, tu vas être là plutôt, entre guillemets, sur le long terme. Et puis, vu qu'en plus, ton bag est un petit peu restreint, forcément, les baisses ne vont pas te faire spécialement peur parce qu'il n'y a pas trop d'argent en jeu. Et tu es plus dans une dynamique de faire un gros coup, entre guillemets, même si j'aime pas spécialement ça, mais au bout d'un moment, quand on a peu de capitaux, il faut bien prendre des risques pour pouvoir faire grossir ce capital. Donc ces adresses-là accumulent depuis toujours. Les adresses à 0,1 Bitcoin accumulent aussi depuis toujours. Les adresses de plus d'un Bitcoin, donc là on commence à parler des adresses avec des balances actuellement aux alentours de 40 000 $. On voit qu'il y a des commencements de prise de profit sur ce type d'investisseurs quand on atteint des tops, et ce qui est relativement normal. Et donc on voit un comportement plus corrélé au top. Les adresses avec plus de 10 bitcoins, donc on parle d'adresses avec des balances actuelles aux alentours de 400 000 $, avec des balances aux alentours de 600 000 $ quand on était aux alentours du top. On voit que là, on a des vraies phases de prise de profit, de distribution, plutôt bien timées d'ailleurs, puisque dans la montée parabolique, on a des nouvelles prises de profit au niveau des tops, et après on a des phases d'accumulation. On voit que ces adresses-là recommence à accumuler depuis les bottoms qu'on a pu connaître avant septembre, la première fois qu'on a eu peur sur le marché des cryptos. Et puis on a revu un top. Ici, il y a eu un petit peu de rachat de ce qu'on pensait le dip. Hein. Là, quand tout le monde disait achète le dip, buy the dip, voilà, on a eu un pic. Il y a eu une petite phase de vente panique et de distribution. Et là, on repartirait éventuellement sur de l'accumulation. Mais ce trend-là est quand même dans le bon sens pour ces adresses-là qui commencent à être significatives puisqu'on parle, on parle de 400 000 $, entre 4 et 600 000 $ hein, quand on regarde les prix ces derniers mois accumulés. Donc, c'est des investisseurs qui commencent à être sérieux. Les adresses à plus de 100 bitcoins, donc on commence à parler en millions. Hein, on est à 4, 5, 6 millions investis. Ces adresses-là, bizarrement, depuis le précédent bull 2018, ont très bien distribué sur le précédent bull et se sont plus mis à accumuler, même sur ce cycle-là. On est flat, on est stable. On a entre 16 000 et 16 500 adresses qui détiennent plus de 100 bitcoins. Les adresses avec plus de 1000 bitcoins, donc là, ça commence à causer. Hein. On parle de 40 millions à peu près d'investissements au cours actuel. Sont aussi dans des phases qui rattrapent ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on avait une exception pour les adresses à 100, mais là on rattrape la même chose, c'est-à-dire qu'on a des phases d'accumulation pendant les cycles. On a des phases de distribution très bien timées, là pour le coup, hein, juste avant le top, avec des belles distributions. Et là, on est flat depuis la peur qu'on s'est fait en août-septembre. On est flat, on n'a pas d'augmentation. Donc on a entre 2000 et 2200 adresses avec ce nombre de bitcoins. Et après, les vraiment méga whales, hein, donc les adresses avec plus de 10 000 bitcoins, donc on parle de plus de 400 millions en bitcoin, ça commence à faire un petit peu. Bon, pareil, hein, on a des phases de distribution qui sont les mêmes, encore plus tôt dans le timing, forcément, puisque tu as besoin de moins d'upside, hein, Y égale à X, hein, toujours pareil. Hein, donc tu as besoin de moins d'upside pour faire beaucoup d'argent, donc ça a distribué plus tôt. Et on a une petite phase d'accumulation. Alors attention quand même à mettre en balance avec le fait qu'on a très peu d'adresses qui détiennent autant de bitcoin. Hein. On a actuellement, très précisément, 90 adresses qui détiennent autant de bitcoin. Donc forcément, quand on passe là de 80, il y en avait exactement ici 82 à 90, tu vois, on a 8 adresses en plus qui ont accumulé plus de 10 000 bitcoins. Bon, on parle quand même de plus de 400 millions, donc oui, c'est typiquement les institutionnels, etc., etc. Donc c'est quand même intéressant de voir que même sur les dernières catégories qu'on a vues,
On a eu des phases de distribution auxquelles on s'attendait forcément, c'est normal, et on a soit des phases de latéralisation, mais pas de panique folle et pas de distribution qui continue, voire même tout doucement, mais c'est pas encore fou, peut-être une augmentation des rephases d'accumulation, donc ce qui serait plutôt intéressant pour nous en tout cas. On continue. On a les profits réalisés. Pourquoi on regarde ça? On regarde à chaque fois qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau des profits qui sont réalisés et des pertes qui sont réalisées. Donc très simplement, en termes de définition, un profit réalisé, c'est des adresses qui étaient en profit qui ont vendu. Une perte réalisée, c'était des adresses qui étaient en perte et qui ont vendu. Ce n'est pas des pertes latentes et des profits latents, c'est bien des profits et des pertes réalisées. Bon, sur les profits, rien de spécial. Des prises de profit pendant les phases euphoriques d'explosion du bull run ici. On a également des prises de profit dans les phases de reprise après une grosse peur. Donc la grosse peur de l'été dernier avec une grosse baisse des cours. Dès que ça repart à la hausse, là on a tous les gens qui serraient les fesses, qui ont attendu que ça reparte pour dire ouf, j'ai peur que ça continue plus bas, que ceci soit un dead cat bounce et donc je réalise des profits. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise stratégie, c'est jamais une mauvaise idée de prendre des profits. Ensuite, ça s'est calmé sur la latéralisation. On a eu des reprises de profits ici quand on a revu les plus hauts, ce qui est complètement normal, hein. On a, avec l'insécurité entre guillemets qu'il y a eu un petit peu avant. Et là, on a complètement arrêté les prises de profit, ce qui plaide plutôt dans le sens d'un marché qui réaccumulerait, et qui serait dans l'attente de ce qui se passe après. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément remonter, mais en tout cas ça c'est un comportement plutôt d'attente et de réaccumulation. Sur les prises de perte cette fois-ci, bon sans surprise, on a des prises de perte à chaque fois sur les paniques, c'est-à-dire quand il y a de gros dips en phase de montée parabolique, on a des prises de perte parce qu'on a toujours des panic sells qui se mettent en place. On l'a tout au long du cycle. Quand on arrive sur le top, on n'a pas trop de prise de perte forcément, hein, puisqu'on est sur les plus hauts historiques. Par contre, tu vois, dès que ça dip après le top, on a toujours les gens qui sont rentrés au plus haut sur le maximum FOMO qui prennent leur perte tout de suite. Et puis, sur les phases de baisse où on commence à se faire peur, forcément, on a des gens qui réalisent, toujours pareil, les gens qui sont rentrés au plus haut qui réalisent des pertes. Après, ça se calme. Phase de dip, on a tous les gens pareil, hein, qui sont rentrés. Ça remonte, je rentre, hein, tous les gens qui sont toujours en retard, qui rentrent toujours sur la FOMO, toujours au plus haut, boum, on réalise toujours des pertes à ce moment-là, hein, donc ça c'est vraiment tous les investisseurs les plus débutants, les plus FOMO. Et exactement la même chose qui est en train de se passer. Donc là, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a réalisé des pertes là sur la phase descendante depuis, on va dire, depuis la fin d'année, hein, après qu'on ait revu encore à nouveau les plus hauts. On a réalisé des pertes. On note quand même qu'on en a réalisé moins qu'ici sur cette phase de panique, donc potentiellement moins de panique. Et on note aussi que pareil, on est en train de contracter les réalisations de pertes. Donc pareil, on contracte et les réalisations de profit et les réalisations de pertes. Donc le marché est clairement en situation d'attente. On n'est ni en panique dans un sens, ni en panique dans l'autre. On se demande ce qui va se passer, on ne sait pas. Ça, pareil, ça peut être potentiellement un signe de retournement. En tout cas, ça peut être un des indices qui nous intéresse aujourd'hui. Quand on met tout ça en balance et qu'on additionne les pertes et les profits, ça nous donne soit du net en vert, net gain, ou en rouge, net perte. Bon, on voit très bien que quand on est en boule, tout le monde est en net gain. Quand on est sur des phases de panique, tout le monde est en net perte. Actuellement, on est plutôt en perte nette, hein, c'est-à-dire que quand on fait la moyenne de tout ça, il y a plus de réalisation de pertes que de réalisation de gains. Mais on oscille, on n'est pas dans des extrêmes, hein, on est toujours en train d'osciller autour de l'équilibre. Et de toute façon, quand on vient à chercher un retournement, comme on a pu le voir ici, sur la grosse peur qu'on s'est fait après les précédents plus hauts, pour aller chercher un retournement, il faut forcément aller chercher une phase d'excès dans un sens ou dans l'autre, hein, et on le voit à chaque fois sur les produits notamment dérivés, on va en parler juste après. Quand tout le monde est acheteur et tout le monde se leverage à l'achat, quand ça commence à prendre des profits, boum, appel de marge, et en cascade, ça clôture les positions. Et pareil, quand tout le monde est bear et tout le monde pense que ça va baisser et tout le monde se leverage à la baisse, que ce soit avec des futurs, avec des options, etc., au bout d'un moment, ça short squeeze tout simplement, ça repart à la hausse et tout le monde se fait éjecter à la hausse. Donc, quand on voit des excès dans un sens ou dans l'autre, ça peut provoquer un retournement violent. Là, on n'est pas en phase non plus d'excès, comme on a pu le voir par exemple ici.
Mais on voit que les retournements ne se passent pas immédiatement, ce n'est pas non plus une science exacte. Donc on va monitorer ça également. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un point produits dérivés. Pourquoi? Pour tout ce que j'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que les produits dérivés, par leur composition à base de levier, tout simplement, qui permettent de prendre beaucoup de levier, plus de levier, d'avoir des emprunts qui se mettent en place auprès des exchanges pour pouvoir se charger comme une mule. Et également, donc ça c'est pour le côté retail, on va dire, et pour le côté professionnel, on a tous les pros qui vont également utiliser les produits dérivés pour soit également, pareil, plus de levier, mais aussi et surtout parce que ça va leur permettre de mobiliser moins de marge sur tel ou tel produit, parce qu'on va être sur de la diversification, et puis ça va leur permettre également des stratégies de hedging, donc de sécurisation, d'assurance de leur position. Donc c'est des produits qui sont également beaucoup utilisés par les pros. Première chose qu'on va aller voir, c'est l'open interest sur les futurs. L'open interest, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de contrats qui sont ouverts et qui n'ont pas encore été fermés, donc qui n'ont pas encore été échangés dans l'autre sens pour clôturer la position. Okay, donc on va dire rapidement que c'est des positions qui sont tout simplement ouvertes, holdées, entre guillemets, mais sur les futurs pour le coup et sur les futurs perpétuels sur les exchanges. Donc là, on est encore dans la catégorie, on va dire, retail, on est dans la catégorie du mec qui veut se leverager ou qui veut, voilà, ou Jean-Kévin qui FOMO. On voit qu'à chaque fois, donc la ligne orange c'est l'open interest, on voit qu'à chaque fois qu'on a un pic dans l'open interest, on a des mouvements de prix, enfin on a une occurrence supérieure, statistique de mouvements de prix violents, de changement de sens. Okay, donc là, on a un pic dans l'open interest, on a un changement de sens dans le prix. Pouf, ça part à la baisse. On revient, donc là, il y a des phases de distribution qui se mettent en place, etc. La pression doit sortir de ce produit dérivé, et puis on recrée la pression. C'est un petit peu comme une cocotte minute qui remonte en température, qui remonte en pression. Donc là, on remonte en pression. On voit qu'on arrive, on a le niveau qui est clé là, en pointillé aux alentours de 240 000 bitcoins d'open interest. On arrive sur un pic, pareil, là on était sur un bottom au niveau du prix. Boum, changement de sens. Pareil, on déleverage tout le monde, là c'était dans l'autre sens. Short squeeze et ça repart à la hausse. La cocotte minute, voilà, la pression est retombée, la pression se remet en place, on repasse ici en pic, hop, on a un changement de sens ici qui est moins violent, mais on était bien à la hausse, boum, on repart à la baisse pendant un peu plus d'un mois. La cocotte minute remonte en pression, on arrive en fin d'année, hop, on repasse au-dessus des 240 000 bitcoins, pouf, ça repart dans l'autre sens, changement de sens, et ainsi de suite. Et là, en ce début d'année, on arrive encore à des niveaux d'open interest sur les exchanges assez importants, et on était, tu le sais, depuis Noël, depuis même fin d'année, novembre, en baisse. Donc est-ce qu'on va voir un changement de sens? C'est encore pas une science exacte, puisque ça peut rester en pic pendant un moment. Le pic peut durer, comme il a duré là, plusieurs semaines avant qu'on voit un changement de sens. Le changement de sens peut être un petit peu après, un petit peu avant. Ça n'est pas du tout une science exacte, mais on est encore sur une accumulation d'indices. On a la même chose au niveau du funding rate. Alors, pour le vulgariser très simplement, le funding rate, c'est quoi? Ça va être sur des futurs perpétuels qui sont un petit peu spéciales. Ça va être quoi? Ça va être, est-ce que globalement, tout le monde est plutôt acheteur ou tout le monde est plutôt vendeur? Okay, déjà, on s'intéresse à qui est la masse qui gagne sur l'autre, entre guillemets. Quand tout le monde est plutôt acheteur, étant donné qu'il y a des frais pour rouler ces futurs-là, donc vu que c'est des futurs perpétuels, on est toujours en train de rouler sur le contrat suivant, entre guillemets, même si ça ne fonctionne pas pareil exactement que des futurs plus classiques. Mais bref, en gros, il y a des frais à payer, qui les paye? Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs? Les acheteurs payent pour les vendeurs, ou est-ce qu'il y a plus de vendeurs? Les vendeurs payent pour les acheteurs. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand on est ici en rouge, ça veut dire qu'on est à plus de vendeurs. Les vendeurs sont en position de force. Quand on est en vert, les acheteurs sont en position de force, tout simplement. On voit que quand on est en négatif, pareil, on a des excès qui viennent se mettre en place, des pics importants qui viennent se mettre en place, et on assiste à des retournements au niveau du prix. Et également, quand on est en excès et sur des pics de funding très très positifs, on assiste potentiellement à des retournements. Tu vois, les pics correspondent vraiment plutôt pas mal au retournement de prix. Alors parfois
attention, ça ne se vérifie pas, ça n'est pas une science exacte. Toujours pareil, on est sur on va dire un avantage statistique. Peut-être que c'est juste, j'ai pas fait du tout l'échantillon parce qu'en plus on n'a pas assez de data, mais on aurait pu faire une distribution, ce qu'on appelle une distribution, distribution of return en anglais, donc une distribution des retours, une distribution statistique qui nous permet de savoir combien de pourcentage de fois ça fonctionne en gros. Là, à vue de nez, je sais pas, moi, sur les cryptos, on n'est jamais à 100%, on est sur peut-être du 60, 70, 75%. Mais ça nous suffit parce que 60, 70, 75, quand on observe ça dans le temps et qu'on adapte, hein, on vient tout simplement prendre les indices et se faire notre vue de marché générale, comme on ferait exactement pareil sur les marchés financiers plus classiques, on a quand même plus de chances d'avoir raison. Et c'est le but, parce qu'on n'a jamais toujours raison. Ce qu'on veut, c'est avoir plus de chances d'avoir raison, et puis à force de s'exposer au marché avec un petit peu plus de chances d'avoir raison, on fait un petit peu mieux. C'est exactement le but. Et là, on le voit. Et notamment quand on a des excès négatifs, qui sont beaucoup plus rares que les excès positifs, on a également puisque le marché de base, il est plutôt haussier, c'est comme ça, les gens sont plutôt optimistes, l'économie est plutôt en train en expansion plutôt qu'en contraction, donc le marché est il a plutôt un biais haussier. Quand on est en négatif, on voit qu'on assiste également à des retournements. Attention parce qu'on a quand même moins d'occurrences, puisque le marché est quand même plutôt haussier dans le temps. Donc étant donné qu'on a moins d'occurrences, on a aussi moins de rigueur, on va dire, et d'échantillons représentatifs statistiques. Donc c'est toujours pareil. On l'observe, ok, mais tout seul, ça ne suffit pas, c'est pas parce qu'il y a ci qu'il y a ça, ok. Toujours est-il que on est dans le funding négatif en ce moment. Chose assez rare. Chose qui provoque parfois des retournements. Donc, voilà le premier échantillon un petit peu éventail. J'ai d'autres choses à te montrer. On va aller sur cet écran-là. Au niveau de l'ETF BITO, on en avait parlé dans une précédente vidéo. Je te remets le lien si tu veux au niveau là-haut du i. L'ETF BITO, c'est le premier ETF qui a été autorisé sur les futurs Bitcoin. Et pourquoi on le regarde? Parce qu'il parle beaucoup aux institutionnels. Parce que pour le coup, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de régulation, etc., etc. Les institutionnels cherchent des produits comme cet ETF-là ou comme, où est-ce qu'il est mon Grayscale? Il est là, on va en parler juste après, comme des fonds qui sont faits pour eux tout simplement, hein. Je veux dire, quand tu es professionnel, tu utilises des produits qui sont adaptés aux professionnels. Quand tu es particulier, des produits qui sont adaptés aux particuliers. Il y a des effets de débordement, mais c'est quand même une vérité. Donc, c'est pour ça qu'on regarde cet ETF-là. Ce que je t'ai mis en dessous, là, sur ce graphe, c'est le put-call ratio, c'est-à-dire que c'est le ratio entre les puts et les calls. Alors, très rapidement, le but, c'est pas de faire une vidéo sur les options, mais étant donné que là, on s'est intéressé au prix spot, entre guillemets, on s'est intéressé aux adresses, à la distribution de tout ça. Et on s'intéresse maintenant aux produits dérivés. Donc on a fait les futurs, là on fait les options. Il va falloir que je définisse quand même un certain nombre de choses sur les options. Donc les options, très rapidement, pour le full néophyte, ça va être un contrat dérivé, tout comme les futurs, sauf qu'il va nous permettre de nous exposer à une hausse ou à une baisse en pariant sur un strike, en disant voilà par exemple, je pense que demain le Bitcoin va être plus haut, je vais me prendre un strike, ok, ça peut être le prix actuel et le prix va monter et je vais encaisser la différence. Ça peut être un prix supérieur et le prix va monter et quand on va dépasser le strike en question, je vais encaisser la différence, ok. Donc en gros, je vais payer un premium pour avoir le droit à un contrat qui va me donner le droit de vendre ou d'acheter à un prix défini à l'avance. Je vais faire des chiffres imaginaires et ronds pour que ça soit facile à comprendre. Ça fonctionne avec une action, avec le Bitcoin, avec n'importe quoi. J'ai un sous-jacent X, prenons une action à 100. Je vais acheter un contrat à 110 par exemple en disant voilà, donc on appelle ça un call, un contrat dans le sens de l'achat. Je vais acheter un contrat à 110 en disant à telle date dans le futur, je pense que cette action va être au-dessus de 110. Pour ça, je vais payer un premium. Je vais payer une fraction du prix. Je vais payer forcément moins, mon premium n'est pas très important, mais je vais quand même payer un prix. Je suis en train d'acheter un contrat, je suis en train d'acheter une possibilité future. Dans le futur, arrivé à la date d'échéance, donc arrivé à la fin du contrat, on va regarder ce qui se passe. Et on va aussi le regarder d'ailleurs tout au long de la vie du contrat, parce que je peux l'exercer en avance. Mais restons simples. À la fin du contrat, on regarde où on en est. Mon action, j'avais parié 110, il se trouve qu'elle est à 120. Génial. Le contrat va me donner le droit de l'acheter à 110.
J'avais pris un call 110, ce call me donne le droit de l'acheter à 110, même si elle a 120, même si elle a 130, même si elle a 150. Donc forcément, si elle a 120 et j'ai le droit d'acheter à 110, bah pour chaque action que je vais pouvoir acheter à 110 au lieu de 120, je vais empocher la différence, 10. Okay, si on est à 110, pile poil le niveau de mon contrat, bah, pas de bol, hein, j'ai le droit d'acheter à 110, on est à 110, donc bah, je vais empocher rien du tout. Et puis si on est en dessous, par exemple 109, je vais forcément pas exercer mon contrat parce que ça serait débile d'acheter à 110 alors que le cours est à 109, vaut autant acheter à 109. Donc j'aurais perdu, on va dire que le contrat expire sans valeur, hein, on appelle ça une expiration, et à ce moment-là, bah, j'ai perdu mon premium. Je te rappelle la petite somme que j'ai mis au début. Okay, ça marche pareil dans l'autre sens avec les puts, sauf que tout est inversé. Donc en gros, quand j'achète des calls, je parie sur la hausse de l'actif. Quand j'achète des puts, je parie sur la baisse de l'actif. Okay, ça, c'est vraiment la base de la base. Le but n'est pas de faire un cours sur les options, c'était juste de comprendre ça. Maintenant, en gros, on comprend bien que quand j'ai beaucoup de volume et beaucoup de gens qui achètent plutôt des calls, ces gens-là pensent que ça va plutôt monter, de façon générale. Quand j'ai beaucoup de volume et j'ai beaucoup de gens qui achètent des puts, ces gens-là pensent que ça va plutôt descendre de façon générale. Donc, en étudiant le comportement des gens qui achètent soit des puts, soit des calls, et les volumes et les open interest autour de tout ça, on va en parler, je peux me donner une idée de où va l'argent. Plutôt à l'achat, plutôt à la vente, etc. Sauf que, on n'est pas encore sur une science exacte, sinon ça serait trop simple et voilà, tout le monde le ferait et on serait tous milliardaires. Ces contrats peuvent être aussi utilisés dans plusieurs sens pour se hedger, pour se sécuriser, pour prendre des positions inverses, pour limiter ses pertes, limiter ses gains, on peut les empiler, etc. On peut faire des spreads dans tous les sens. Donc on rentrera dans ce détail-là plus tard. Maintenant, juste allons étudier, si tu le veux bien, les volumes. Donc, quand on fait un ratio ici, en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de diviser les calls par les puts. Donc, quand on est là, actuellement, à 1,91, ça veut dire qu'il y a 1,91 put pour un call. Donc pour un call, il y a quasiment 2 puts, tout simplement. Et quand on est en dessous de 1, si on était à 0,50 par exemple, il y aurait 0,50 put pour un call, donc il y aurait 2 fois plus de call que de put. Okay, donc là, on est quasiment à 2, donc il y a plus de put que de call, tout simplement. Sachant que l'équilibre n'est pas à 1. On aurait tendance à dire que l'équilibre est à 1. Bah oui, c'est logique. Quand on est au-dessus de 1, il y a plus de put. Quand on est en dessous de 1, il y a plus de call. Donc l'équilibre est à 1. Pas vraiment, pour tout ce que j'ai expliqué avant. Étant donné qu'on est sur des gens qui vont se couvrir et qui vont plutôt acheter des puts pour se couvrir et pas forcément pour parier à la baisse, mais pour couvrir une position. Je prends un exemple très simple. Je suis acheteur sur un actif, j'en ai plein dans mon portefeuille. Je peux très bien acheter des puts pour faire ce qu'on appelle pour me hedger, ce qui fait que si le cours descend, le put me protège et si le cours continue à monter, je suis content, j'ai gardé mes actions. Donc pareil, l'équilibre n'est pas à 1, l'équilibre est plutôt à 0,70. Okay, donc en gros, ce qu'on dit, c'est que quand on est en dessous de 0,70, eh bien, on est plutôt en position de force pour les calls, et quand on est au-dessus de 0,70, on est plutôt en position de force pour les puts. Là, on est à 1,91, donc on est clairement très au-dessus. C'est toujours pareil, c'est un système d'excès. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça serait trop simple, automatiquement il y a plus de gens qui achètent des puts que automatiquement le cours va descendre. C'est vrai quand tout est stable, c'est vrai sur la longueur, mais au bout d'un moment, comme on l'a vu avec les options, avec les futurs, pardon, au bout d'un moment, quand il y a trop d'excès dans un sens, c'est pas magique, tout le monde ne peut pas gagner. À un moment, il y a toujours un mec qui va lâcher avant les autres, un mec qui va prendre des profits, ou un mec qui va avoir peur, un mec qui va clôturer les positions. Bref, le marché, à un moment, il va se retourner. Parce qu'un mec plus un mec plus un mec plus un mec plus un gros fond, etc., le marché se retourne et l'excès est purgé, tout simplement. Là, ce qu'on voit, c'est que des excès, on en a, puisque on en a vu 2 grands pics ici, début janvier, hein, puisque là, sur les 2 premières semaines de janvier, on a 2 pics d'excès de put ici, avec un qui était supérieur ici, d'ailleurs quand on a vu les plus bas. Donc la question c'est de se dire, c'est toujours un indice de plus, c'est de me dire ok, j'ai des excès qui se passent. Maintenant quand on va regarder les options, donc sur cet ETF, hein, donc on regarde la même chose, sauf que là on va dans le détail, on va s'intéresser à 2 choses. Et là pareil, je vais aller faire quelques dessins. On va s'intéresser au volume, donc quels contrats sont les plus échangés, et on va s'intéresser à l'open interest.
Donc je vais déjà définir les deux choses puisque ce n'est pas les mêmes. Ça ne veut pas dire la même chose. Première chose, le volume. Deuxième chose, open interest. Donc ça, c'est valable pour les options. Comprenons la différence. On a un acheteur A et B. Ok ? On va prendre des exemples pareils qui vont être simples, qui vont être fictifs, ok, pour que tout soit compréhensible pour tout le monde. On va dire que cet acheteur A veut acheter 2 contrats, ça peut être 2 calls, ça peut être 2 puts, ça peut être n'importe quoi, ne nous embrouillons pas, tout simplement 2 contrats. Donc lui, il va être à plus de contrats, mais il faut bien qu'il les achète à quelqu'un, ok ? Parce que là, on est sur un marché de gré à gré, il y a toujours un acheteur en face d'un vendeur. Donc on a le B là qui va lui vendre 2 contrats. Donc en gros, lui il va être long de contrats, lui il va être short de contrats. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout simplement un volume d'échange qui s'est mis en place. D'accord ? Maintenant, imaginons que on veuille fermer les positions parce que on a changé d'avis, etc., etc. Donc lui il va être à -2, lui il va être à +2, tout va se fermer. D'accord ? Donc, on a eu 2 transactions, une transaction d'achat, une transaction de vente, globalement, à chaque fois entre 2 acteurs. Donc, 2 volumes dans un sens, 2 volumes dans l'autre sens, 4 de volume. OK ? Donc ça, c'est le volume. Par contre, l'open interest, là maintenant, il est à 0. Il était à 2 et il est à 0. Pourquoi ? Avant qu'on ferme les positions, il est à 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 contrats en cours. Dans un sens, ils sont à la vente, dans l'autre sens, ils sont à l'achat, on s'en fout, il y a 2 contrats en cours. Donc l'open interest était à 2. Mais une fois qu'on les a fermés, on les a offsetés, ils se sont éteints, l'open interest est à 0. Pourtant, le volume est à 4. Okay, c'est ça la différence entre le volume et l'open interest. Le volume, c'est le volume de contrats échangés. L'open interest, c'est le nombre de contrats qui sont toujours ouverts, qui n'ont pas été refermés. Okay. Maintenant, quand on étudie ces chiffres-là, ce qui est rigolo, c'est de se rendre compte où va le volume et où va l'open interest. Là, dernièrement, le volume, il est plutôt, tu vois, on va regarder les 4-5 premiers contrats ici, sur des puts en effet, donc 17, 19, 21, 25. Quand on retourne sur notre BITO, on voit qu'on est à 26. Donc globalement, on est en dessous du cours actuel. Donc on a envie de dire que là, dernièrement, les contrats les plus échangés sont des contrats qui sont dans le sens de la vente, très clairement. Par contre, quand on regarde l'open interest, donc je te rappelle que c'est les contrats qui ne sont pas fermés, eh bien, on voit d'autres choses. On voit que le top 3, là ici, le top 3, là où il y a le plus d'open interest, on est sur des calls. 45, 65, 29. On a un put ici à 26. Et après, on est encore sur des calls. 60, 60. Donc 45, 65, 29, 60. On est au-dessus, voire même très au-dessus, pour le 45, 60, etc., des cours actuels. Donc, on a deux choses. On a un volume qui est beaucoup d'échanges sur des puts, mais ça peut être de l'échange dans le sens de fermer de l'open interest. Par contre, sur ce qui reste ouvert, on est plutôt sur des calls. Okay, donc tu vois que quand on veut étudier un petit peu ce qui se passe, on se rend compte qu'il faut quand même être attentif parce que quand on regarde un seul chiffre sorti de son contexte, il peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Il y a aussi autre chose qui est intéressant à regarder, que je vais t'afficher ici, c'est le total de volume. Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse? Donc déjà, le total du volume, il nous dit quoi? Il nous dit, est-ce qu'il y a tout simplement du momentum sur ces contrats-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que l'argent se promène dans ces contrats-là? On a la moyenne à 20 jours à 61 000, à 10 jours à 66 000, à 5 jours à 48, à 1 jour à 62, et là, aujourd'hui, on est à 52. Donc, on est quand même en dessous de la moyenne à 20 jours à 10 jours. Donc, on va dire qu'il y a de moins en moins de volume, si on schématise. Même si on voit que ça oscille forcément. Quand on regarde l'open interest, on voit qu'on est supérieur à la plupart des moyennes. Donc, il y a, tu vois, c'est la ligne un petit peu plus foncée ici, enfin un petit peu plus grasse. On a un open interest qui augmente avec le temps. Donc, si j'essaye de synthétiser un petit peu tout ça, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que le volume, c'est le bruit. C'est ce qui se passe day to day, etc. Parce qu'on ouvre, on ferme des transactions, on fait du trading. Et l'open interest, c'est plutôt la vision long terme. C'est-à-dire que ce qui reste ouvert, finalement,
c'est ce à quoi je crois le plus, puisque je reste exposé. Ok? Donc on voit que globalement, il y a du bruit sur les puts, donc il y a du trading sur les puts, c'est-à-dire que les gens sont plutôt à court terme sur du pari put ou sur de la couverture. Par contre, sur l'open interest, là où va l'argent à long terme, c'est-à-dire ce qui est censé attirer plutôt l'argent et attirer le résultat, entre guillemets, et comment tout ça va se terminer, on est plutôt sur du call, et donc on est plutôt bien orienté, entre guillemets, même si c'est toujours, encore une fois, un seul indicateur isolé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je rappelle que là, on est sur des options, non pas sur le Bitcoin, mais des options sur l'ETF BITO. Cet ETF, on a vu énormément de volume. Quand il a été lancé assez récemment, j'avais fait une vidéo, et on voit qu'il est très utilisé par les institutionnels. Donc, c'est toujours pareil, ça témoigne d'un intérêt institutionnel dans un sens ou dans l'autre, qui peut être le même ou qui peut être différent des particuliers. C'est pas la question, ok? Allons jeter un œil. Est-ce que je te parle de ça? C'est quand même très technique. Je vais le garder pour une autre vidéo, je pense. Puisque de toute façon, je pense qu'on a compris mon propos. Je vais juste te parler de ça, qui est le GBTC, donc le fameux Grayscale, dont on parle souvent. On en a déjà parlé plusieurs fois dans plein de vidéos, dans plein d'updates Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le GBTC? Donc c'est un fonds qui a la volonté, la velléité de se transformer en ETF, mais qui n'en est pas encore, qui est un fonds de placement, okay, qui s'adresse principalement aux grandes fortunes, family office, très gros investisseurs ou investisseurs institutionnels. Okay. Globalement, c'est de moins en moins vrai parce que le marché est en train d'évoluer, mais dans le passé, il a vraiment permis à des acteurs qui ne pouvaient pas rentrer sur le marché des cryptos parce qu'ils ne pouvaient pas, tout simplement. Ça a été le premier acteur à permettre à des institutionnels, à permettre à des gens régulés, à permettre à des gros family office de rentrer sur les cryptos. Donc, le regarder, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe aussi pour eux. Maintenant, il faut savoir que ce fonds-là, il ne peut pas répliquer exactement les cours du Bitcoin. Il n'est pas libellé en Bitcoin, ok? Il est libellé en part de fonds. Ce qui se passe quand on crée un fonds, et qu'on crée des parts, on doit mettre en place ce qu'on appelle une NAV, donc c'est une valeur nette, c'est-à-dire que le nombre de parts doit refléter ce qu'on met derrière, donc ici du Bitcoin, pour donner un nombre de parts qui suit à peu près les cours. Et un nombre de parts qui n'est pas déconnant, parce que quand j'ai des nouvelles entrées d'argent, je dois rajouter des parts, quand j'ai des sorties, je dois en annuler, etc., etc. Donc ça va, il y a une régulation qui va se mettre en place. Tout ça pour dire, on s'en fout des détails, qu'il y a toujours une erreur de tracking, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, quand le fonds est très demandé, on a ce qu'on appelle un premium. C'est-à-dire qu'on va payer plus cher les parts que l'équivalent de ce qu'on aurait acheté en Bitcoin. Et puis quand le fonds est moins demandé, on a ce qu'on appelle un discount. C'est-à-dire qu'on va payer moins cher les parts que ce qu'on aurait payé en équivalent Bitcoin. Mais quand on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a que ça à notre disposition, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est les deux lignes qui sont en haut. C'est-à-dire que en haut, c'est la valeur de la part du trust, et la ligne bleue, c'est la véritable valeur du sous-jacent, okay, donc du net asset détenu, donc en gros des bitcoins qui sont détenus par le fonds. Ça nous permet de calculer un spread, comme d'habitude, donc ça nous permet de calculer est-ce qu'on est en premium ou est-ce qu'on est en discount. La ligne jaune, c'est le zéro, l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est pile poil à la bonne valeur. Dans le passé, notamment en 2017, 2018, 2019, 2020, mais surtout 2017, on le voit, on avait un premium immense. C'est-à-dire que les institutionnels étaient prêts à payer plus de 2 fois le prix réel parce que c'était pas compliqué, ils ne pouvaient pas acheter du Bitcoin, ils sont régulés, etc. Ils étaient obligés de passer par ce genre de fonds, et notamment, il n'y avait quasiment que celui-là à l'époque. Donc on était prêt à payer, dans les phases d'euphorie, des premiums super importants. 20%, 30%, 40%, 100%, 120% de plus. Ça s'est calmé après, quand on est forcément redescendu en bear market, hein. Mais il y avait toujours un premium. 2019, toujours un premium. 2020, toujours un premium. Pourquoi? Parce que quasiment que ce fonds à dispo. Il s'est passé quelque chose de singulier à partir de 2021-2022. Les instituts ont pu, de plus en plus, grâce aux diverses régulations et puis aussi à la concurrence tout simplement qui s'est mise en place, rentrer via d'autres instruments que ce fonds-là, ou que ce type de fonds. Donc on est passé en discount. Donc il y a eu
un double phénomène. Il y a eu le fait qu'il y ait d'autres produits disponibles, donc forcément, c'est moins demandé. Ça nous a amené autour de l'équilibre. Et puis après, on a eu des baisses, des tops de marché qui ont fait qu'il y a eu encore moins de demandes, donc on a été encore plus discounté. Aujourd'hui, on a été à moins 10, moins 20, on est quasiment à moins 30 de discount. Alors, où se situe le fait que l'instrument est de moins en moins demandé et où se situe la pression baissière des institutionnels qui sont plus du tout partants sur le Bitcoin, la question reste en suspens. C'est-à-dire que est-ce que là, ce discount de quasiment 30%, il est là parce que les institutionnels sont entre guillemets en panique, ou est-ce qu'il est là aussi et beaucoup parce que le produit est de moins en moins demandé? C'est toute la question parce qu'il y en a d'autres. Toujours est-il qu'il y a un excès. Parce que là, on voit des discounts à moins 10, à moins 20, ok, mais là, quand même, récemment, depuis le 1er janvier, globalement, on est passé de moins 20 à quasiment moins 30, moins 28 aujourd'hui. Donc, il y a quand même un excès. C'est-à-dire que moins 10% là, en l'espace de 2 semaines, c'est quand même bizarre. Donc, qui dit excès, dit toujours pareil, un marché qui fait un excès dans un sens ou dans l'autre, donc encore un indice de retournement. Donc si je dois faire une conclusion autour de tout ça, je ne suis pas en train de dire que le marché va mooner, je ne suis pas en train de dire que je sais où il va aller, je ne suis pas en train de dire que forcément dès demain, dès après-demain, dès la semaine prochaine, il va forcément se retourner. Ce que je dis, c'est que les jours et les semaines arrivant, comme quand l'autre fois j'ai senti un top et j'ai commencé à dire ça pue, là les jours et les semaines arrivant, je sais pas, à force de regarder tous ces indicateurs, il y a de plus en plus de planètes qui sont en train de s'aligner pour me dire que peut-être on a peut-être trouvé un bottom et que le bottom aux alentours de 40 000, c'est pas déconnant et qu'on pourrait repartir à la hausse. Mais il faut mettre tout ça en balance, on ne sait pas quand, ça n'est pas sûr, c'est pas parce que 40 000 ça semble un bottom pas déconnant qu'on ne peut pas aller chercher plus bas sur une dernière capitulation, juste aller toucher un 38, un 35, un 32 avant de repartir à la hausse. C'est tout à fait possible. On peut aussi latéraliser un grand moment. Et il y a aussi le facteur que la plupart des investisseurs, et notamment débutants, oublient toujours, systématiquement, c'est la macro. C'est-à-dire qu'il y a des événements macro quand même qui sont importants en ce moment, des questions notamment sur les politiques monétaires, les taux et sur l'inflation. S'il se passe des revirements de situation, ça aura un effet également sur le marché des cryptos. C'est comme si je te prends l'exemple méga extrême, demain il y a une guerre, il y a les États-Unis qui annoncent qu'ils attaquent la Corée du Nord, je te garantis qu'il va y avoir et des effets sur les marchés financiers monstrueux et des effets sur les marchés des cryptos monstrueux. Même si là, à l'instant T, quand on a pris la photo, on avait plein d'indices de retournement, il y a un phénomène macro et un Black Swan Event qui fait que, boum, tous nos beaux scénarios s'effondrent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être nuancé et avoir des stratégies d'allocation où en gros je suis toujours en train de surpondérer un petit peu mon risque, donc de renforcer un petit peu, ou de sous-pondérer mon risque, donc soit de prendre des profits ou soit d'alléger un petit peu. J'évite de faire des grands all-in et plus mon portefeuille est étoffé et important, plus je suis sur ces stratégies d'allocation et de moins en moins sur ces stratégies de all-in. C'est sûr que quand j'ai 500 000 euros à investir, au bout d'un moment, il faut faire un pari. Donc après, on retombe toujours sur les bonnes pratiques d'allocation dans le temps. Quelle est ma durée d'investissement? Toujours pareil, si je crois à la technologie, que je suis méga bullish, Bitcoin, supporter, footballeur, eh ben, je m'en fous de tout ce qui est en train de se passer maintenant. À la rigueur, je fais juste mon DCA tranquillement, parce que moi, mon horizon d'investissement, c'est 2030, 2035, 2040. Okay, donc toujours les choses à mettre en perspective. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tous ces indicateurs. Dis-moi ce que tu penses du marché crypto de façon générale, si tu es d'accord avec tout ça, pas d'accord avec tout ça. L'avenir, c'est nous. À très bientôt la team. Ciao.